Bonjour, j'attends que tout le monde soit arrivé. C'est Lala et bienvenue dans ma cabane enchantée. Alors, hop. Bonjour à tous, il est 16 heures, c'est le début, c'est la dernière lecture confinée de la semaine. On reprendra ensuite lundi parce que même les conteurs peuvent se reposer le week-end. Alors, aujourd'hui, je vais vous lire 2 livres. D'abord, je commencerai par Loulou de Grégoire Solotareff, pardon, excusez-moi. Donc une histoire d'abord pour les plus petits. Ensuite, je vous apprendrai une petite comptine avec des gestes qui s'appelle Dans une citrouille, que certains connaissent déjà peut-être. Et enfin, pour les plus grands et pour ceux qui veulent suivre, je vous raconterai donc la troisième partie de l'histoire sans fin, donc le début du troisième chapitre. Est-ce que vous êtes prêts? On va donc commencer. D'abord pour les petits. Installez-vous bien confortablement, ouvrez grand vos oreilles, écoutez sagement et c'est parti. Donc, je commence par Loulou. Il était une fois un lapin qui n'avait jamais vu de loup et un jeune loup qui n'avait jamais vu de lapin. Son oncle décida de l'emmener à la chasse pour la première fois de sa vie. Ce jour-là, le vieux loup était si pressé qu'il se cogna contre un rocher et tomba raide mort. C'est ainsi que le jeune loup se trouva seul. Alors qu'il se demandait ce qu'il allait devenir, il entendit un bruit qui provenait d'un trou creusé dans la terre non loin de là. En s'approchant du trou et en y faisant entrer sa tête, le loup vit un petit animal couché dans un lit en train de lire. Il lisait un livre. Hé, toi, fit le loup, peux-tu m'aider? Mon oncle a eu un accident, il est mort. Je ne sais pas quoi faire. Eh bien, s'il est mort, fit le petit animal, c'est simple, il faut l'enterrer. Je vais t'aider. Et il se leva. Ils allèrent enterrer le vieux loup dans la montagne. Serais-tu par hasard un lapin? Demanda le loup. Oui, mon nom est Tom, répondit le lapin. Et toi? Es-tu un loup? Oui, dit le loup, mais je n'ai pas de nom. Ah, fit le lapin, ça ne m'étonne pas. Que dirais-tu si je t'appelais Loulou? Cela me va très bien, dit le loup. Est-ce vrai que les loups mangent les lapins? Demanda Tom. Il paraît, dit Loulou, mais moi, je n'en ai encore jamais mangé. En tout cas, fit Tom, moi, je n'ai pas peur de toi. Tom et Loulou devinrent de vrais amis. Ils passèrent des mois et des mois ensemble. Loulou grandit. Tom lui apprit à jouer aux billes, à lire, à compter et à pêcher pour se nourrir. Loulou apprit à Tom à courir très, très vite, bien plus vite que les autres lapins. Loulou apprit également à Tom la peur. Tantôt il jouait à peur du loup, tantôt il jouait à peur du lapin. Mais alors que Loulou n'avait jamais peur lorsqu'il jouait à peur du lapin, Tom avait toujours très peur lorsqu'il jouait à peur du loup. Un jour, Loulou effrayant tellement Tom que celui-ci se précipita dans son terrier et décida de ne plus en sortir. Le lendemain, Tom passa la journée entière à pleurer sur son lit. Loulou avait beau lui jurer que jamais il ne le mangerait, que c'était son seul ami. Non, Tom ne voulait rien entendre. Il resta dans son trou. La nuit venue, Tom rêva que Loulou était énorme, noir et rouge, et qu'il le mangeait. Loulou crut que son amitié avec Tom était finie pour de bon. Après quelques jours d'attente devant le terrier de Tom, il prit son baluchon et s'en alla tristement dans une montagne où peut-être il trouverait un autre ami lapin. Mais là-bas, dans la montagne des loups,
et il n'y avait plus un seul lapin. Loulou se fit même attaquer par des loups qui crurent de loin qu'il était un lapin. Cette nuit-là, Loulou connut la peur du loup. Après une terrible poursuite avec les loups où il faillit mourir de peur, Loulou revint voir Tom dans son terrier où il avait mis un panneau Terrier de Tom, interdit à Loulou. Il prit son courage à deux mains et lui dit Tom, j'ai compris ce qu'est la vraie peur du loup. Je ne recommencerai plus jamais à te faire peur, je te le promets. Sors de ton trou, Tom, s'il te plaît. Tom réfléchit. Il se dit s'il a eu vraiment peur, aussi peur que moi, je sais qu'il ne recommencera pas. Il sortit de son terrier et ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre. Puis, ils allèrent ensemble à la pêche, comme avant. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu et que vous ferez bien attention à ne pas faire peur à vos amis lapins. Alors, je vais maintenant vous raconter une petite comptine. C'est une comptine qui a des gestes, donc, ça s'appelle Dans une citrouille. Je vous montre d'abord tous les gestes, je vais vous la chanter une première fois, et ensemble, on va la répéter, et vous allez la chanter en même temps que moi. C'est une histoire donc qui se passe dans une citrouille, où il y a plein de gens différents, et où ça va très très vite, où c'est vraiment le bazar. Et l'idée, c'est de chanter la même comptine de plus en plus vite, de plus en plus vite. C'est très rigolo. Alors, on commence, on fait le geste de la citrouille. Une grosse citrouille comme ça. Ok? Donc c'est dans une citrouille, il y avait un poisson volant. Un poisson volant. Et puis, il y avait également une grenouille. Et cette grenouille, elle avait mal aux dents. Il y a deux personnes très très fortes, Jules et Hercule. Puis il y a également un violoniste, Cyprien. Cyprien, le musicien. Il y a un papa qui marche en dormant, un papa somnambule. Donc, il marche en dormant. Papa somnambule. Et puis il y a moi, ou vous, qui ne fait rien, donc qui se tourne les pouces. Et moi, je ne fais rien. Ok? Donc, je vous la chante une première fois en entier. Ça fait dans une citrouille, il y avait un poisson volant et une grenouille qui avait mal aux dents, tandis que Jules et Hercule, Cyprien le musicien, papa somnambule, et moi je ne fais rien. Allez, vous essayez avec moi, on fait la première moitié de la chanson. Vous chantez en même temps que moi. Dans une citrouille, il y avait un poisson volant et une grenouille qui avait mal aux dents. C'est bon? Alors maintenant, on va rajouter la deuxième partie de la chanson. C'est parti. Dans une citrouille, il y avait un poisson volant et une grenouille qui avait mal aux dents, tandis que Jules et Hercule, Cyprien le musicien, papa somnambule, et moi je fais rien. C'est bon? Je répète la deuxième partie de la chanson. Tandis que Jules et Hercule, Cyprien le musicien, papa somnambule, et moi je fais rien. D'accord? On refait tout d'un coup, tous ensemble, et après on l'enchaîne un tout petit peu plus vite, et encore une troisième fois, un petit peu plus vite. Allez, c'est parti. Dans une citrouille, il y avait un poisson volant et une grenouille qui avait mal aux dents, tandis que Jules et Hercule, Cyprien le musicien, papa somnambule, et moi je fais rien. On continue. Dans une citrouille, il y avait un poisson volant et une grenouille qui avait mal aux dents, tandis que Jules et Hercule, Cyprien le musicien, papa somnambule, et moi je fais rien. Dans une citrouille, il y avait un poisson volant et une grenouille
qui avait mal aux dents, tandis que Jules et Hercule, Cyprien le musicien, papa somnambule, et moi je fais rien. Une dernière fois, dans une citrouille, il y avait un poisson volant et une grenouille qui avait mal aux dents, tandis que Jules et Hercule, Cyprien le musicien, papa somnambule, et moi je fais rien. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous allez la chanter tout le week-end. L'idée, c'est d'aller de plus en plus vite, parce que dans une citrouille, tout ce monde-là, ça fait vraiment beaucoup de bazar, ça devient très très rigolo. Alors, j'espère que ça vous a plu. Les plus petits, vous pouvez vous arrêter maintenant, mais si vous voulez continuer l'histoire, il n'y a pas de problème, il faut juste ouvrir grand les oreilles. Pour les grands, on va donc continuer avec l'histoire sans fin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au tout début, quand j'ai commencé à lire, Bastien Balthazar Bux était en train de décrire le livre. Et il disait que dedans, il n'y avait pas d'illustration, mais de très belles lettrines. Alors, qu'est-ce qu'une lettrine? Une lettrine, c'est une lettre qui est beaucoup plus grande que les autres au début d'un texte, et cette lettre, elle est richement décorée et illustrée. On en trouve notamment de très très belles dans les manuscrits des moines au Moyen Âge. Alors, je vous montre dans ce livre la lettrine. Donc, pour la lettre B. Hop, regardez comme elle est belle. Vous voyez, c'est un B qui a été donc illustré avec de beaux dessins. Alors, où en étions-nous? La dernière fois, nous avons fait connaissance du pays fantastique. Nous y avons rencontré 4 personnages venus de peuples différents qui avaient tous un message à faire passer à la petite impératrice qui était donc la souveraine du pays fantastique. Ce message était que dans leurs pays respectifs, le paysage semblait disparaître. Pas asséché, pas un trou, mais vraiment disparaître. Et quand on le regardait, on devenait aveugle. D'ailleurs, des gens avaient touché ce néant et leurs mains, par exemple, si ils avaient touché avec leurs mains, avaient disparu. Donc, on a quitté ces messagers arrivés à la Tour d'Ivoire, qui est donc le palais de la petite impératrice, où ils se sont rendus compte qu'en fait, des messagers du monde entier, de tout le pays fantastique, étaient venus pour dire exactement la même chose. Et on apprend, juste avant la fin du chapitre, que la petite impératrice est malade. Allez, c'est parti. Donc, ce chapitre s'appelle « Le recours à Atréju ». Je vous raconte la moitié seulement. Bien des délibérations concernant le sort de l'ensemble du pays fantastique se tenaient dans la grande salle du trône de la Tour d'Ivoire, qui se trouvait à l'intérieur de l'enceinte du palais proprement dit, quelques étages en dessous du pavillon aux magnolias. Cette vaste pièce circulaire était pour l'instant remplie d'un brouhaha de voix assourdies. Les 499 meilleurs médecins de tout l'Empire fantastique étaient rassemblés là et s'entretenaient à voix basse ou en chuchotant, par groupes plus ou moins nombreux. Chacun avait rendu visite à la petite impératrice, les uns depuis un certain temps déjà, les autres peu auparavant. Et tous avaient tenté de l'aider grâce à leur art. Mais aucun n'y était parvenu. Aucun ne connaissait la maladie, ni son origine. Aucun ne savait comment on pouvait la soigner. Le 500e médecin, le plus réputé du pays fantastique, dont il disait qu'il n'était pas une plante médicinale, pas un remède magique, pas un secret de la nature qui lui demeurât inconnu, était déjà depuis des heures au chevet de la malade, et tous attendaient avec impatience le résultat de son examen. Mais il ne faudrait naturellement pas se représenter un pareil rassemblement comme un banal congrès médical humain. Il y avait certes au pays fantastique nombre d'êtres que leur aspect extérieur rapprochait plus ou moins des hommes, mais il y en avait au moins tout autant qui ressemblaient à des animaux ou qui étaient des créatures d'une toute autre nature. La société rassemblée dans cette salle était aussi diversifiée que la foule de messagers qui se pressaient au dehors. Il y avait des médecins nains bossus, avec des barbes blanches, des fées doctoresses vêtues de parures bleues argentées scintillantes, avec des étoiles qui brillaient dans leurs cheveux. Il y avait des ondins bedonnants aux mains et aux pieds palmés. On avait installé exprès pour eux des baignoires sabots. Mais il y avait aussi des serpents blancs qui s'étaient enroulés ensemble sur la longue table au centre de la salle. Il y avait des elfes abeilles et même des sorciers, des vampires et des fantômes qui ne passent généralement pas pour particulièrement bienfaisants et salutaires. Pour comprendre la présence de ces derniers, il est indispensable de savoir la chose suivante. La petite impératrice a été considérée, il est vrai,
son titre l'indique déjà, comme la souveraine des innombrables régions de l'Empire fantastique sans limite. Mais elle était en réalité bien plus qu'une souveraine, ou, pour mieux dire, elle était tout autre chose. Elle ne régnait pas. Elle n'avait jamais recouru à la force ou fait usage de son pouvoir. Elle ne donnait aucun ordre, ne jugeait personne, n'intervenait jamais et n'avait jamais besoin de se défendre contre un agresseur, car l'idée ne serait venue à personne de se soulever contre elle ou de l'attaquer. Devant elle, toutes les créatures étaient égales. Il suffisait qu'elle fût là, mais elle avait une façon particulière d'être là. Elle était le noyau de toute la vie du pays fantastique. Et chaque créature, qu'elle fût bonne ou mauvaise, belle ou hideuse, gaie ou sévère, folle ou sage, tout le monde, sans exception, n'était là que grâce à sa présence à elle. Sans elle, rien ne pouvait subsister, pas plus que ne pourrait subsister un corps humain qui n'aurait plus de cœur. Personne ne pouvait comprendre tout à fait son secret, mais chacun savait qu'il en était ainsi. Aussi était-elle également respectée de toutes les créatures de son empire, et toutes s'inquiétaient également pour sa vie. Car sa mort aurait en même temps signifié leur fin à tous, la chute de l'immense empire fantastique. Les pensées de Bastien se mirent à vagabonder. Il se remémora soudain le long couloir de la clinique où sa maman avait été opérée. Il avait passé là de longues heures à attendre, assis avec son père devant la salle d'opération. Des médecins et des infirmières allaient et venaient, pressés. Quand le père demandait des nouvelles, il n'obtenait toujours que des réponses évasives. Personne ne semblait savoir exactement comment allait la malade. Finalement, ils avaient vu arriver un homme chauve, en blouse blanche, qui avait l'air las et triste. Il leur dit que tous les efforts avaient été vains et qu'il était désolé. Il leur serra la main à tous deux et dit « Toutes mes condoléances ». Ensuite, tout était devenu différent entre son père et Bastien. Pas extérieurement. Bastien avait tout ce qu'il pouvait désirer. Il possédait un vélo à 3 vitesses, un train électrique, une provision de plaquettes vitaminées, 53 livres, un hamster doré, un aquarium avec des poissons des mers du Sud, un petit appareil photographique, 6 couteaux de poche brevetés et tout ce qu'on peut imaginer d'autre. Mais au fond, il ne se souciait guère de tout cela. Bastien se souvenait que son père avait autrefois pris plaisir à se divertir avec lui. Il lui avait même parfois raconté ou lu des histoires. Mais depuis cette époque-là, c'était terminé. Il ne pouvait plus parler avec son père. Il y avait autour de ce dernier comme un mur invisible que personne ne pouvait franchir. Il ne disait jamais rien, ni en bien ni en mal. Même quand Bastien était assis à côté de lui, cette fois-là, il n'avait rien dit. Il s'était contenté de le regarder de ce regard absent et soucieux. Et Bastien avait eu l'impression de n'être tout simplement pas là. C'était ce sentiment qu'il éprouvait généralement devant son père. Le soir, quand ils étaient assis ensemble devant la télévision, Bastien se rendait compte que son père ne regardait pas l'écran, mais qu'il était ailleurs, très loin, perdu dans ses pensées, quelque part où lui ne pouvait pas l'atteindre. Ou alors parfois, quand ils avaient tous les deux un livre à la main, Bastien remarquait que son père ne lisait pas du tout, puisqu'il gardait pendant des heures les yeux fixés sur la même page, sans la tourner. Bastien comprenait bien que son père était triste. À l'époque, il avait passé lui-même bien des nuits à pleurer, tellement que parfois, à force de sangloter, il finissait par vomir. Mais petit à petit, c'était passé. Et puis tout de même, il était encore là. Pourquoi son père ne parlait-il jamais avec lui, ni de sa maman, ni de choses importantes, mais tout juste du strict nécessaire? Si seulement on pouvait savoir, dit un long et maigre esprit de feu avec des flammes rouges en guise de barbe. En quoi consiste finalement sa maladie? Elle n'a pas de fièvre, aucune enflure, aucune éruption, aucune inflammation. C'est tout simplement comme si elle était en train de s'éteindre sans qu'on sache pourquoi. Pendant qu'il parlait, on voyait sortir de sa bouche, à la fin de chaque phrase, des petits nuages de fumée qui dessinaient des formes. Cette fois, c'était un point d'interrogation. Un vieux corbeau plumé qui ressemblait à une grosse pomme de terre dans laquelle on aurait planté n'importe comment quelques plumes noires, répondit d'une voix croissante. Il était spécialiste des refroidissements. Elle ne tousse pas. Elle n'est pas enrhumée.
Ce n'est pas une maladie au sens médical du terme. Et il déplaça ses grosses lunettes sur son bec et regarda son entourage d'un air provoquant. Une chose en tout cas me paraît évidente, bourdonna un scarabée, ce bousier que l'on appelle aussi parfois pharmacien. Entre sa maladie et les terribles nouvelles que nous apportent les messagers venus du pays fantastique tout entier, il doit bien exister une relation secrète. Vous alors, lança un petit bonhomme l'encre d'une voix railleuse, vous voyez toujours des relations secrètes partout. Et vous, vous ne voyez jamais plus haut que le bord de votre encrier, ronfla le scarabée irrité. Allons, mes chers collègues, interrompit d'une voix gémissante un fantôme aux joues creuses qui était caché à l'intérieur d'une grande blouse blanche. Nous n'allons tout de même pas tomber dans des querelles subjectives et personnelles. Et pour commencer, baissez un peu la voix. Des conversations semblables ou comparables se déroulaient partout dans la vaste salle du trône. Il peut sembler surprenant que des êtres aussi divers aient été capables de se comprendre, mais au pays fantastique, toutes les créatures, y compris les animaux, possédaient au minimum deux langues. D'une part, leur propre langage, qu'elles ne parlaient qu'avec leurs semblables et que les autres ne comprenaient pas, et d'autre part, une langue commune que l'on appelait le fantasia ou la grande langue. Tout le monde la maîtrisait, même si certains l'utilisaient d'une façon un peu particulière. Soudain, le silence se fit dans la salle, et tous les yeux se tournèrent vers la grande porte à deux battants qui était en train de s'ouvrir. On vit entrer Chéron, maître renommé dans l'art d'Hippocrate, c'est-à-dire la médecine, et tout entouré de légendes. Il était ce que, en des temps plus lointains, on a appelé un centaure. Jusqu'aux hanches, il avait forme humaine, le reste de son corps était un corps de cheval. Chéron était ce que l'on appelait un centaure noir. Il était venu d'une contrée très lointaine, située tout à fait au sud. Aussi, la partie humaine de son corps était-elle couleur d'ébène, à l'exception de sa barbe et de sa chevelure blanche et bouclée, tandis que la moitié chevaline était rayée comme la robe d'un zèbre. Il portait un étrange chapeau en jonc tressé. À son cou était suspendue une chaîne avec une grosse amulette d'or sur laquelle on distinguait deux serpents, un clair et un foncé, qui se mordaient la queue l'un l'autre, dessinant un ovale. Bastien s'arrêta surpris. Il referma le livre, non sans prendre la précaution de laisser son doigt entre les pages, et regarda une nouvelle fois très attentivement la reliure. Il y avait bien là les deux serpents qui se mordaient la queue et dessinaient un ovale. Que pouvait bien signifier ce symbole étrange? Sur tout le territoire du pays fantastique, chacun savait ce que signifiait ce médaillon. C'était le signe distinctif que portait celui qui était chargé de mission par la petite impératrice et devait traiter une affaire en son nom, comme si elle était là. Cela voulait dire que le médaillon conférait à celui qui le portait des forces secrètes, bien que personne ne sût exactement lesquelles. Chacun connaissait son nom, Aurine. Mais beaucoup de gens qui appréhendaient de prononcer ce nom le nommaient simplement le bijou, ou encore le pentakel, ou tout simplement le miroitant. Le livre était lui aussi marqué du signe de la petite impératrice, se réjouissait Bastien. Un murmure traversa la salle et l'on entendit quelques exclamations de surprise. Il n'était plus arrivé depuis déjà bien longtemps que le bijou fût confié à quelqu'un. Chéron piaffa à plusieurs reprises jusqu'à ce que le calme soit revenu. Puis, il dit d'une voix profonde: Mes amis, ne vous étonnez pas outre mesure, je ne porte Aurine que pour un temps très court. Je ne suis qu'un intermédiaire. Bientôt, je transmettrai le miroitant à quelqu'un qui en sera plus digne. Un silence absolu était tombé sur la salle. Je ne veux pas chercher à adoucir notre échec par de belles paroles, poursuivit Chéron. Nous restons tous perplexes devant la maladie de la petite impératrice. Nous savons seulement que l'anéantissement du pays fantastique a commencé en même temps que cette maladie. Nous n'en savons pas davantage. Pas même s'il existe une médecine capable de la sauver. Mais il se peut, et j'espère ne blesser aucun d'entre vous en m'exprimant ouvertement, il se peut que nous, qui sommes ici réunis, ne possédions pas toutes les connaissances, toute la sagesse.
Mon ultime et unique espoir, c'est qu'il existe quelque part dans cet empire illimité un être qui soit plus sage que nous, et qui puisse nous apporter conseil et secours. Mais c'est plus qu'incertain. Et où que je puisse subsister encore une chance de salut, une chose est sûre. Pour la trouver, il faut un découvrir de pistes capable de se frayer des chemins là où il n'y a pas de chemin possible et qui ne faiblissent devant aucun danger, aucun effort. Et en un mot, un héros. Et la petite impératrice m'a révélé le nom de ce héros à qui elle confie son sort et le nôtre. Il s'appelle Atréju, et il demeure dans la mer aux herbes, au-delà des monts d'argent. C'est à lui que je remettrai Aurine, c'est lui que je vais lancer dans la grande quête. Voilà, maintenant, vous savez tout. Sur ces mots, le vieux centaure quitta la salle en faisant sonner ses sabots. Ceux qui restaient là se regardèrent décontenancés. Comment déjà a-t-il appelé ce héros demanda quelqu'un d'autre. Atréju ou quelque chose comme ça, répondit un autre. Jamais entendu, fit remarquer un troisième. Et les 499 médecins secouèrent ensemble la tête d'un air soucieux. L'horloge du clocher sonna 10 coups. Bastien s'étonna que le temps ait passé si vite. Pendant les cours, chaque petite heure lui apparaissait généralement comme une petite éternité. En bas, dans la classe, ils avaient maintenant histoire avec M. Drune, un homme maigre et le plus souvent de mauvaise humeur qui éprouvait un plaisir particulier à tourner Bastien en ridicule devant tout le monde, parce qu'il n'arrivait absolument pas à retenir les années des batailles, les dates de naissance et les périodes de règne de quiconque. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous raconterai donc la suite après le week-end. J'espère que ça vous a beaucoup plu. Et si vous voulez, on peut se quitter en rechantant une dernière fois la petite comptine que je vous ai appris. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. On fait les gestes. Dans une citrouille, il y avait un poisson volant et une grenouille qui avait mal aux dents, tandis que Jules et Hercule, Cyprien le musicien, Papa somnambule, et moi je fais rien. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires et à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Merci, au revoir, bon week-end.